Actuellement, il y a à peu près 200 millions de personnes qui souffrent d'artériopathie oblitérante, c'est-à-dire d'artères qui ont tendance à se boucher. 200 millions dans le monde, donc c'est un vrai fléau. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est touché. Et il faut avoir cet état d'esprit de perfectionner, d'améliorer chacun de ses gestes. Et c'est un mouvement continu. C'est vrai en chirurgie, c'est vrai dans la vie en général. C'est dans une pathologie féminine maintenant, sur les douleurs abdominales de la femme. Pas possible d'avoir souffert pendant tant d'années alors qu'il y avait cette solution simple. On travaille sur le corps humain, on ne travaille pas sur une mécanique, on ne travaille pas sur un objet. Docteur Saradon, bonjour. Merci à vous d'être avec nous pour ce podcast qui vous est présenté par Medical Vision. Vous êtes chirurgien, expert en chirurgie vasculaire. Vous avez innové, vous avez fait beaucoup de choses dans cette pratique qu'est la chirurgie vasculaire. Je vous laisse vous présenter un petit peu. Bien, merci en tout cas pour cette invitation. Alors, il faut que je présente surtout la chirurgie vasculaire. Parce que la chirurgie vasculaire, c'est une chirurgie qui touche toute la circulation sanguine. Le corps est imbibé de vaisseaux sanguins, des artères et des veines, et ces vaisseaux peuvent avoir des pathologies, et bien sûr on est amené à intervenir sur ces vaisseaux, soit des artères qui se bouchent, et évidemment l'irrigation n'est plus assurée, et ça peut être très grave, soit des artères qui se dilatent et qui risquent d'éclater et d'entraîner des conséquences extrêmement graves, soit des veines aussi qui se dilatent, qui deviennent plus ou moins inesthétiques et surtout qui entraînent des désagréments. Donc voilà, le chirurgien vasculaire va s'occuper de toutes ces pathologies et c'est extrêmement vaste. Vous avez innové en chirurgie vasculaire, vous avez créé vos techniques. Donc je voudrais commencer par une question un petit peu plus personnelle. Quel est le moment de votre carrière qui vous a rendu le plus fier jusqu'ici ? Question difficile. Elle était là pour ça. C'est vrai que les innovations sont des grands moments. On y reviendra sans doute. Le pontage percutané, c'est un de mes dadas. C'est une innovation intéressante, mais ce qui me rend fier, c'est plutôt les différentes étapes qui ont jalonné un petit peu ma carrière. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais de la chirurgie et j'ai de multiples beaux souvenirs comme ça. Ça commence avec l'internat. À l'époque, l'internat, c'était un concours extrêmement difficile. J'ai lu quelque part que la sélection était plus difficile que pour rentrer à Polytechnique. Donc c'était vraiment... Que vous avez fait à Marseille en plus. On est à Marseille aujourd'hui. Je l'ai passé à Marseille. Et donc là, on rentre dans une sorte de caste de gens hyper sélectionnés. Et j'étais très fier d'être là-dedans. Ensuite, j'ai conclu cet internat par une médaille d'or, ce qui m'a permis de partir ensuite aux États-Unis pendant 1 an et de faire des choses, de voir dans des centres de très très haut niveau qui m'ont beaucoup marqué sur justement sur ce côté avant-gardiste, innovation, progrès. J'ai eu des choses absolument extraordinaires là-bas. D'accord, c'est peut-être ça qui vous a donné le goût au début de l'innovation. Oui, je crois que c'est là que j'ai pris ce goût-là. Et ensuite, les différentes étapes d'innovation, il y a eu ce pontage percutané, il y a eu aussi le développement de nouveaux produits que j'ai fait à l'aide d'une start-up Next Step. Voilà, ces échelons qui montrent qu'il y a une continuité dans la pratique et qui donne une certaine fierté, le mot est abusif, mais enfin une satisfaction de se dire qu'on avance et qu'on produit. La dernière satisfaction, c'est qu'effectivement cette invention de pontage percutané, enfin cette innovation, a été récompensée à l'échelon international par un jury international à New York, et je trouve que c'est c'est satisfaisant de voir que une des plus grandes récompenses. C'est une des plus grandes. Et comment elles viennent ces innovations ? Est-ce qu'elles viennent justement par la pratique, par l'expérience ? Est-ce que c'est des problématiques que vous repérez ? Et derrière vous... Alors ça vient en grande partie par la pratique et par un état d'esprit aussi. Je crois que quand on fait de la chirurgie, il faut avoir cet état d'esprit de perfectionner, d'améliorer chacun de ses gestes. Et c'est un mouvement continu. C'est vrai en chirurgie, c'est vrai dans la vie en général. C'est important de progresser, et quand on progresse, on imagine à ce moment-là quelque chose qui pourrait améliorer encore
ou même un autre procédé qui permettrait d'avoir un résultat meilleur ou avec moins de complications. Et c'est quand on est dans cet état d'esprit que finalement, dans la pratique quotidienne, on a des idées. Alors l'idée, c'est déjà une chose. Après, la mettre en pratique et la développer, c'est un autre problème. Je pense à une pince qui porte votre nom, donc que vous avez créé, la pince Saradon. Par exemple, cette pince, comment elle est arrivée, comment elle est née? C'est un projet ancien, mais effectivement, alors, cette pince est destinée à la chirurgie des varices et phlébectomie. On va essayer de retirer des veines qui sont dilatées, inesthétiques et nocives, qui peuvent se compliquer aussi. Ça frappe énormément de gens, hein, surtout les femmes, mais les hommes aussi. Beaucoup de gens ont des problèmes de varices. Donc, c'est pas un problème extrêmement grave, mais très fréquent. Et on cherche... un de mes dadas, c'est d'être toujours moins invasif, de faire des cicatrices moins grandes, de moins traumatiser les tissus et les gens. Et cette pince permet d'aller retirer des veines très loin à partir d'un simple point de ponction, et surtout de faire un point de ponction extrêmement limité d'1 millimètre, donc qui disparaît quasiment totalement ensuite sur le plan esthétique. Voilà, donc ça raccourcit le temps opératoire pour le chirurgien, mais surtout ça donne de très très bons résultats esthétiques. Voilà, c'était une de mes premières expériences dans l'innovation. Il a fallu trouver des gens qui soient capables de fabriquer cette pince. Ensuite, toute la phase autorisation, commercialisation, etc. Mais c'était peut-être le projet le plus simple. Le plus simple au final? Ah oui. Tiens, ok. Ouais. Et cette pince précisément, vous pouvez nous dire à quoi elle sert? Donc à retirer les veines variqueuses par une incision extrêmement petite. À l'heure actuelle, on fait soit une incision assez large avec des pinces classiques de chirurgie, on va retirer les veines, soit on utilise ce qu'on appelle la technique de Muller, c'est-à-dire toutes petites incisions, et avec un crochet, on va retirer une portion de la veine, mais qui casse au bout de quelques centimètres, et donc on doit faire une multitude de petits trous comme ça tout le long de la veine pour pouvoir la retirer en totalité. Là, avec un seul petit trou, on va retirer toute la veine sur la totalité. Il me semble que c'est ce qu'on avait vu, j'ai eu la chance d'assister à certaines de vos opérations. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Expert et à activer la cloche pour ne rien manquer. On a encore beaucoup de praticiens qui vont venir partager leur expertise, leurs innovations, leurs anecdotes les plus folles. Pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran, expert.media. Si vous êtes praticien et que vous souhaitez être invité pour partager votre expertise, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Il me semble que c'est ce que vous m'aviez montré lors d'une des dernières où vous étiez servi justement de cette pince. Oui. Je voulais vous demander d'ailleurs, pour avoir assisté à certaines de vos opérations, on voit qu'il peut y avoir, je pense que c'est un type de chirurgie où il peut y avoir des urgences, où il y a des moments un petit peu de tension de temps en temps. Il peut se passer des choses pendant l'opération. Comment vous gérez la pression, vous, face à ces situations? Parce que j'ai vu beaucoup de calme dans certaines situations, un peu comme un pilote d'avion, je pense qu'il doit... Il faut toujours gérer la situation. Alors, pas dans la pathologie veineuse, c'est rarement veineuse, mais en pathologie artérielle, et c'est une des spécificités, en particulier de la chirurgie vasculaire, c'est que un vaisseau, quand il se met à saigner, il faut tout de suite réagir. On peut pas se permettre de se poser, de commencer à réfléchir, se lancer. Si ça saigne, là, on n'a que quelques minutes, quelques secondes parfois pour résoudre le problème. Et c'est extrêmement important de réagir de façon vraiment adaptée, de comprendre tout de suite le mécanisme et de trouver tout de suite la solution pour le régler, sinon ça peut être catastrophique. Et pas que du chirurgien, d'ailleurs, il faut que toute l'équipe suive derrière, c'est important. Et c'est vrai que c'est une chirurgie où si on s'affole, si on perd son sang-froid, ça peut mener à des drames. Donc voilà, on s'y habitue, Donc je vous demande, quelle est la situation d'urgence la plus extrême auquel vous avez dû faire face dans une opération? Est-ce qu'il y en a eu une Il y en a un certain nombre. J'imagine qu'il y en a, ouais. Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est un anévrisme rompu, un anévrisme de l'aorte abdominale. Alors l'anévrisme, c'est quand l'aorte, le gros vaisseau qui est dans l'abdomen, se dilate petit à petit, et à un moment, il risque de se fissurer puis de se rompre. Et là, j'avais reçu un patient, enfin les urgences avaient reçu un patient qui avait des douleurs abdominales très importantes sur une fissuration de l'aorte, et donc on l'a monté au bloc, et dans l'ascenseur, il a rompu son anévrisme.
C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'est vidé de son sang, et zéro de tension. D'accord. Donc on l'a posé sur la table d'opération. Pendant que j'incisais, on faisait le badigeon, on mettait les champs, on installait le tout, mais pendant l'incision, pour pouvoir aller mettre un clan sur l'aorte, pour arrêter au moins, dans un premier temps, le saignement. En fait, son anévrisme était très mal foutu. Il remontait très haut, donc il a fallu disséquer, déplacer le foie pour aller mettre un camp plus haut, faire un pontage. Enfin, c'était une intervention vraiment, et toute l'équipe était formidable. Tout le monde s'est synchronisé et on a pu mener à bien cette intervention. Et le bonhomme s'en est bien sorti. Il s'en est sorti, ouais. C'était un vrai plaisir de le voir ensuite déambuler dans le couloir, aller chercher son café au distributeur. Je sais pas s'il a bien pris conscience d'où il revenait, mais ça faisait plaisir de voir. Et quand vous dites qu'il s'est vidé de son sang, qu'il y a eu une hémorragie, c'était une hémorragie interne? Interne. Ouais, c'était interne, ouais. Donc, interne dans et on le peut ventre. se vider de son sang intérieurement? Ah oui, malheureusement. Okay. Et en général, ça dure pas très longtemps. Oui, j'imagine, C'est un gros débit, et voilà. Il y a d'autres cas comme ça, mais enfin, je pourrais raconter des dizaines d'anecdotes. J'imagine. Et là, en termes de timing, pour sauver cette personne, on était sur quel délai? À partir quelques minutes. Ah oui, c'est vraiment. C'était là, il y avait vraiment pas de temps à perdre. On a eu la chance que ça se passe bien, mais c'est. Bon, j'imagine que là, on n'était pas sur du mini-invasif. Non. Je pense que c'était la vraie chirurgie ouverte. Ouais, c'est vrai. Et on n'en fait plus beaucoup maintenant, sauf dans des cas d'urgence comme ça. Maintenant, ce genre de chirurgie, on le fait, on n'ouvre plus en grand. Oui, c'est rare. J'imagine que c'est que les cas d'urgence, les cas les plus extrêmes. Est-ce que il y a eu une prise de risque dont vous vous souvenez dans une opération? Parce que j'ai l'impression que parfois, face à une situation, vous avez plusieurs choix et justement, il faut agir vite. Est-ce qu'il y a déjà eu une prise de risque assez extrême une décision que vous avez prise qui a amené à quelque chose de bien? Quand on ouvre un corps humain, quand on se balade dans un corps humain, c'est pas comme un moteur de voiture. On a un plan précis. Chaque individu est un peu différent. On a un nez, des oreilles différentes, mais à l'intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire que l'anatomie, il faut s'adapter à l'anatomie et parfois on a des surprises, des mauvaises surprises. Donc on n'est jamais sûr à 100% que ça va se passer avec facilité, etc. C'est souvent le cas, heureusement, mais on n'est jamais sûr. Des prises de risque, souvent dans des décisions, effectivement. C'est important de prendre les bonnes décisions parce que on peut se retrouver face à une impasse ou si je réfléchis à oui, j'ai en tête, il me vient à l'idée un homme qui avait 86 ans, 87 ans, mais très très bien intellectuellement, mentalement, une famille très proche, enfin quelqu'un de bien, et qui avait bouché son aorte encore, donc le gros vaisseau qui irrigue les deux jambes, et une situation très très grave et potentiellement mortelle à très très court terme, ou à moins de perdre les deux jambes aussi. Et donc c'est quelque chose de très grave. Et ce patient était pas en état. Normalement, on fait un pontage de l'aorte sur les membres inférieurs. Dans des rares cas, on peut partir de l'épaule, mais chez lui, ce n'était pas possible. Et je savais qu'il ne supporterait pas cette intervention. Et donc, j'avais imaginé depuis un certain temps un type d'intervention dérivée de la chirurgie mini-invasive que je fais sur les jambes, adaptée à l'aorte. Et j'ai décidé de me lancer, de le faire devant ce cas de figure. On n'avait pas d'autres solutions, mais en sachant que voilà, c'était une première, ça n'avait jamais été fait au monde, et il fallait, dans l'urgence, se décider à la faire. Et je l'ai réalisé, ça s'est très bien passé. Très bien passé. Depuis, j'en ai fait d'autres, et donc là aussi, ce sont des satisfactions personnelles qu'on a. Et comment ça se passe, ce type de prise de décision? Parce que j'imagine que quand vous pratiquez quelque chose qui n'a jamais été pratiqué, est-ce qu'il y a un accord avec le patient? Est-ce que vous lui en parlez? Bien sûr, bien sûr. On en parle aux patients, à la famille. C'est très important pour toute intervention, d'ailleurs, d'avoir l'accord et l'adhésion du patient dans ce qu'on fait. Et je sais que j'en parle toujours beaucoup, sans cacher en général les choses qui risquent de se passer ou de ne pas se passer. Mais c'est important, et en général, les gens adhèrent, bien sûr, à ça. On explique pourquoi on le fait. Mais in fine, on est, à part le patient, on est seul à prendre cette décision. Non, on est seul. Enfin, en tant que chirurgien, on est responsable
entièrement de l'opération, on est seul à se prendre cette décision. Ouais, bien sûr. J'imagine que c'est un choix compliqué qu'il faut amorcer, et surtout la façon dont Ouais. vous devez l'annoncer aux patients. Enfin, j'imagine que quelque chose qui n'a jamais été fait, ça doit être Oui, assez surprenant à prendre. c'est toujours engageant, en tout cas, engageant, parce que on a beau avoir tout imaginé, tout ce qui peut se passer dans le corps humain, on a toujours des surprises, on peut toujours avoir des surprises. Donc, on essaie de se préparer au maximum. Malgré ça, on sait qu'on peut avoir des incertitudes. Et ouais, c'est assez marrant donc pouvoir avoir assisté à vos interventions. Vous m'aviez parlé donc déjà de ce chemin vasculaire lorsque vous opérez, qui permet qu'il n'y ait aucun saignement. Moi, j'étais assez surpris la première fois que j'ai vu une chirurgie vasculaire parce qu'il y a très peu de sang au final. Bon, à part cas extrême Oui. d'artère qui lâche. Mais Ouais. c'est vrai que c'est assez mécanique et on voit qu'au final, le corps se répare. On peut réparer le corps. Enfin, moi, je suis toujours très, très surpris par ça. Ouais. Le sang, C'est c'est un produit très précieux et il faut ouais, le préserver au maximum. Et c'est le ça. but, justement, vasculaire, quand on travaille dans un vaisseau sanguin dans lequel circule le sang, c'est de faire en sorte de ne pas perdre ce sang, Mhm. bien sûr. Ce que je trouvais assez marrant, c'est que vous disiez que parfois, les surprises dont vous parlez, c'est que tout n'est pas placé au même endroit selon les corps, en fait. Oui, oui. On a une anatomie, on est tous plus ou moins faits de la même façon, mais Mm. parfois on va ouvrir et on va pas trouver ce qu'on cherchait là où on voulait le trouver. C'est Et oui, c'est un petit peu ça, non, je et pense, oui, l'idée. c'est le jeu et c'est ce qui complique un petit peu les choses, c'est que il faut vraiment faire attention à toutes les structures. Bon, pas que les vaisseaux d'ailleurs, qui peuvent être variables, mais le passage des nerfs autour des Ouais. vaisseaux. Bon, les tendons, les choses comme ça, on les voit plus facilement, mais il y a des structures qui sont très délicates, qu'il faut absolument préserver. Donc, voilà, ça demande de l'attention et de l'adaptation. Il faut être capable de s'adapter à des situations qui n'étaient pas sur lesquelles on était parti au début. Pas préparé. Mm. Est-ce que vous en avez une en tête, quelque chose que vous avez trouvé dans un corps qui devait pas du tout être ici? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez vu? Ça, Moi, on me trouve toujours, moi, on me trouve toujours quelque chose au mauvais endroit dans tous mes déboires. Donc, je me dis, ouais. est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui était vraiment surprenant? Ça arrive régulièrement. Ah Ça ouais, arrive vraiment. régulièrement. Alors, vraiment surprenant. Euh, non, j'en ai pas en tête comme ça, mais oui, enfin, par exemple, sur les vaisseaux supraortiques, tous les vaisseaux qui mènent, qui partent donc de l'or thoracique et qui vont vers le cerveau, Mhm. là, il y a pas mal d'anomalies. Il y a des arches bovines, il y a des arches. Donc, on part, on part sur une anatomie et puis bon, bah, c'est pas du tout celle-là. Alors. Ceci dit, maintenant, avec les examens dont on dispose, les scanners, les choses comme ça, on a beaucoup plus, on apprécie beaucoup mieux les Mhm. structures principales, en tout cas. Et donc, on a beaucoup plus de visibilité en amont, mais quand même, on a quand même des surprises. Tu sais, j'ai une question qui me vient en tête. On a une époque où il y a des gros problèmes de santé publique. Est-ce que vous voyez des changements suite, donc dû à ces problèmes de santé publique, je pense peut-être à la mauvaise alimentation ou d'autres sujets similaires, peut-être, j'en sais rien, Euh, l'écologie ou voilà, des rapports que peuvent avoir l'humain ouais, avec ouais, certaines choses. Est-ce que vous voyez des changements qui sont intervenus ces 20 dernières années ouais, dans la c'est chirurgie vasculaire à cause de... énorme, Ouais, énorme. Et c'est vraiment très, très sensible. ok. Euh, Actuellement, il y a à peu près 200 millions de personnes qui souffrent d'artériopathie oblitérante, c'est-à-dire d'artères qui ont tendance à se boucher. Ah, se boucher, 200 ouais. millions dans le monde, donc c'est un vrai fléau. Et ça augmente, ces 10 dernières années, ça a augmenté de 25%, Ok. c'est-à-dire une augmentation, une véritable flambée. Il y a plusieurs explications à ça. Actuellement, c'est surtout le diabète qui prend ça en charge, l'obésité et le diabète, qui est aussi un vrai fléau dans le monde, pas seulement occidental, maintenant, ça touche un petit peu Ouais, de plus en plus, ouais, ça vient ailleurs, tous ouais. les mondes, et qui entraîne justement des dépôts de sucre, de cholestérol dans les artères et qui endommagent énormément. On a eu, ça c'était sur les années précédentes, le tabac qui a fait énormément de dégâts, on le sait, pas que sur le cancer du poumon, mais sur l'artérite, ça a été une cause très très importante. Donc on voit qu'il y a une évolution. Maintenant, c'est remplacé un petit peu par la pollution. Mhm. L'environnement et le mode de vie a un impact tout à fait direct sur l'artériopathie et sur la chirurgie vasculaire. Donc, ouais, Ok. c'est net. Et par exemple, sur le sujet de la pollution,
vous voyez par exemple une recrudescence de pathologie chez par exemple des personnes qui ont évolué en ville toute leur vie, moins que chez Euh, des oui, patients qui alors peuvent avoir vécu à la campagne. Est-ce que vous pouvez à ce point avoir une différence c'est difficile à se rendre compte de visu comme ça à l'échelon d'une activité. Mhm. C'est vrai qu'on voit les statistiques, on lit tout ça. En France, on est peut-être moins impacté, Mhm. heureusement, par la pollution. Quand on voit ce qui se passe en Chine, par exemple, ou dans des pays très pollués, ou en Inde, l'impact que ça a, on s'aperçoit que c'est véritablement important. En France aussi, bien sûr, on a des grandes villes, des zones industrielles qui sont Un touchées, peu plus touché, ouais. mais bon, voilà, c'est plus difficile de s'en rendre compte à un échelon individuel quand même. Et vous qui faites pas mal de congrès internationaux, vous avez déjà eu la chance d'opérer à l'étranger, d'opérer des patients d'autres pays. Est-ce que vous y avez vu des choses encore différentes? Alors, oui, c'est étonnant de voir comme chaque pays a un petit peu son style, en fait, hein. C'est sa façon de gérer les choses, même D'accord, ah oui, sa plus ça. façon d'opérer, la structure des équipes, etc. J'ai Ok. pas mal opéré en Italie, ça m'est arrivé en Allemagne aussi. Aux États-Unis, j'ai beaucoup assisté. Bon, j'ai passé un an aux États-Unis, donc là, j'étais dans les blocs. Mais par la suite, on ne peut opérer aux États-Unis que si on a un diplôme américain, ce que je n'ai pas. Donc, j'allais en tant que enfin pour participer, assister, mais pas pour opérer moi-même. Mais alors ça, on pourrait en parler, mais chaque pays a son style. Moi, j'aime beaucoup le style français quand même. C'est un C'est ce style. que j'allais vous dire. J'ai l'impression, en tout Ouais. cas, bon, voilà, pour connaître de mieux en mieux le monde de la santé, Mm. qu'il y a quand même une expertise, quelque chose de bien Ouais. français, Les Français sont très forts. qui est reconnu mondialement. Ouais, j'ai l'impression, hein. Sont- Et Ouais. c'est reconnu mondialement. D'abord, il y a toute une histoire de la chirurgie française, en Ok. particulier de la chirurgie vasculaire française, qui a marqué un peu les grandes étapes évolutives hein, Mhm. dans l'histoire, et qui reste. C'est une grande école de chirurgie, la chirurgie française. Et c'est une façon d'opérer qui se fait avec enfin, pour schématiser, avec beaucoup de panache et beaucoup de brio. Mhm. Les Américains opèrent très bien, mais c'est extrêmement réglementé, Mhm. protocolisé c'est très réglo. Comme ça, on a l'impression de machines qui font étape après étape. Les Italiens, c'est plus à l'italienne. Ça marche bien. Ils font de très belles choses Plus aussi, mais artistique. c'est un côté artistique, beaucoup d'improvisation, Ok. mais bon, j'aime bien l'école française. Enfin, c'est peut-être du chauvinisme, hein, il faut que je m'arrête. Ouais, peut-être. Non, je pense qu'il y a une certaine reconnaissance. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une idée reçue en chirurgie vasculaire que vous voudriez déconstruire? Oh oui, il y en a Il y en plusieurs. a Il y en a plusieurs, j'imagine, plusieurs. ouais. La première, c'est sur les interventions sur des personnes âgées. Et ça, ce sont des mécanismes qui restent encore relativement ancrés, mais qu'il faut combattre euh, dans la population, mais aussi chez les médecins correspondants. L'artérite touche souvent des personnes âgées, des personnes qui ont, voilà, qui ont bien vécu et on voit des gens qui ont des pathologies graves, sérieuses, dont ils souffrent énormément. Et les médecins ou la famille se disent, ouais, mais il est trop âgé, il supportera pas de toute façon une intervention, donc la personne est laissée dans cet état à souffrir, avoir un pied se pourrir petit à petit ou des plaies s'étendre sans qu'on fasse quelque chose. Or, maintenant, en chirurgie vasculaire, on a énormément progressé et une des des immenses progrès, c'est la chirurgie endovasculaire, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus le patient, on circule, on chemine à l'intérieur des artères, on va réparer les artères par l'intérieur. Donc, c'est juste un point de ponction sous anesthésie locale et après, le patient ne sent rien. Donc, on peut faire vraiment des miracles et aller très loin. J'ai opéré des gens qui avaient plus de 100 ans, qui risquaient de perdre une jambe et qui se sont très bien remis de ça. Donc, je pense qu'il faut encore donner de l'information là-dessus et ne pas baisser les bras trop tôt. On a presque toujours des solutions à apporter en chirurgie vasculaire.
Il y a aussi un autre domaine dont on parle heureusement de plus en plus maintenant, mais qui est resté longtemps dans l'ombre. C'est dans une pathologie féminine maintenant, sur les douleurs abdominales de la femme, pas seulement menstruelles, mais il y a quand même près de 30% des femmes qui ont des problèmes de varices pelviennes. Les varices pelviennes, ce sont des veines qui sont dilatées au niveau de l'abdomen et au niveau du bassin, et qui sont plus ou moins douloureuses. Et parfois, c'est extrêmement douloureux et ça impacte directement la vie quotidienne des femmes. Et le message souvent des gynécologues même ou des médecins, dire vous êtes une femme, vous souffrez du ventre, c'est un peu normal, c'est une sorte de fatalité. Comment on appelle cette pathologie? L'endométriose, je crois que c'est non, c'est le pendant de l'endométriose. Ok. Alors les gens recherchent endométriose parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites là-dessus et ça peut s'opérer. Mais quand on n'a pas d'endométriose, c'est presque toujours des varices pelviennes. Okay. C'est ce qu'on appelle le syndrome de congestion pelvienne. Et ça, il y a une sorte de fatalité vis-à-vis de ce syndrome, disant c'est des veines, c'est pas très grave, souffrez, puis voilà. Or, maintenant, on a des moyens faciles de traiter ce syndrome. On va simplement boucher les veines en passant par un petit cathéter sous anesthésie locale et en ambulatoire et boucher les veines et résoudre le problème comme ça. Okay. Donc une solution très facile qui est malheureusement pas encore donnée à la portée de tout le monde et il va falloir communiquer beaucoup là-dessus. Dans ce domaine, ce syndrome, il y a une forme un peu particulière qui est le syndrome nutcracker, casse-noisette, où la veine rénale est comprimée entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure. C'est une formation anatomique qui paraissait rare avant, mais maintenant qu'on la cherche, qu'on trouve de plus en plus fréquemment, on n'avait pas vraiment de solution jusqu'à présent satisfaisante, où ça passait par une intervention assez lourde quand même, ou par la pose de stent, mais avec un risque important de migration de ce stent. Et là, c'est une petite fierté d'avoir trouvé une solution très séduisante à ça, avec la pose d'un stent, mais bloqué par un deuxième stent posé dans une collatérale. Je rentre pas dans le détail. Je fais une petite parenthèse, oui, un stent pour expliquer rapidement, c'est donc un petit grillage, c'est ça, qu'on vient mettre dans la veine qui gonfle et qui écarte la veine. Qui écarte la veine. Je l'ai dégrossi. C'est très bien expliqué. Alors, ce que les gens appellent un ressort, ça n'a pas la forme d'un ressort, mais c'est une sorte de cylindre métallique qui s'expand et qui permet à la veine de garder une forme bien ouverte au lieu de se laisser écraser. C'est une armature interne. Ok. Et donc, pourquoi vous venez en utiliser deux? Comment ça se superpose? Alors, le stent, on le met sous anesthésie locale, on passe par la veine fémorale par exemple, on remonte jusque dans la veine rénale et on va déployer le stent. Mais la veine rénale, c'est une veine qui a une ampliation, c'est-à-dire qui bouge beaucoup, qui peut doubler de volume quand on fait un effort par exemple. Et à ce moment-là, le stent peut se détacher, partir. Et s'il s'en va, il part dans le cœur, ce qui peut être dramatique, bien sûr. Après, il faut faire une chirurgie ouverte pour aller la récupérer. Okay. Donc, c'est pas le but du jeu. En effet. Donc, le principe, donc c'est une technique qui était peu utilisée ou pas utilisée. Le principe, c'est d'utiliser ça, mais d'aller bloquer ce stent en mettant un deuxième stent à travers les mailles et dans un vaisseau collatéral, de façon à faire une sorte de pinoche qui va bloquer et riveter en fait le stent à la veine. Qu'est-ce que vous appelez une pinoche? Ça, une pinoche, c'est un terme de voile en bateau. Justement, je me disais, j'ai peut-être pas le vocabulaire. Quand on a, j'ai fait beaucoup de voiles, j'adore ça. Quand on a un trou dans un bateau, on met une sorte de bout de bois qui est une forme cylindrique. Qu'on tape dans le trou, qui va boucher le trou en fait, et qui va pas de bloquer le tout. Voilà. Le naufrage. Et d'éviter le naufrage, exactement. Je voulais revenir sur le sujet des femmes et des varices pelviennes, donc qui sont un problème très fréquent. Vous disiez que quand on a une douleur, justement, une douleur récurrente abdominale, c'est très souvent ça. Ouais. Est-ce que donc vous conseilleriez aux femmes de venir consulter un chirurgien vasculaire? Oui, alors de consulter déjà, de ne pas se dire je souffre, je pense de consulter, de faire les examens nécessaires. Quand vous dites de consulter un généraliste dans un premier temps? En général, on commence par le généraliste, même le gynécologue. Mais je vois trop de gens qui s'arrêtent à ça, et justement, comme je disais tout à l'heure, le gynécologue qui dit ce n'est pas très grave, il n'y a pas de conséquences, vous n'allez pas en mourir. Et si c'est le cas, de ne pas s'arrêter à ça. Effectivement, de consulter un chirurgien vasculaire, mais il faut un chirurgien vasculaire qui soit
qui s'intéressent à cette pathologie. Parce que là aussi, c'est pas une niche, mais c'est quelque chose de très spécifique. Et donc, il faut trouver un chirurgien qui s'intéresse à ça et qui soit capable de donner des réponses. Ce que j'allais vous demander en termes de prescription, donc un généraliste ou un gynécologue qui fait face à ces situations ne va pas forcément rediriger vers un chirurgien vasculaire? Malheureusement, non. On le voit Et- trop souvent. Ok. Alors, de plus en plus, heureusement, Ouais. hein, de plus en plus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je vois de nombreuses patientes qui ont erré comme ça pendant des J'ai l'impression années. qu'il y en a beaucoup qui font face à ces Et situations. qui finissent par arriver et qui sont tellement soulagés et qui le disent, qui disent c'est pas possible d'avoir souffert pendant tant d'années Autant de alors temps, qu'il y avait alors qu'il y avait cette une solution simple. Voilà. Ouais. Et donc, comment on pallie à ce problème? Il faut informer, j'imagine. L'information. Ouais. L'information des gynécologues et de la population générale, Mhm. l'information des femmes, je crois que c'est important. Bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. Merci à vous. Euh, C'est bien. Est-ce que donc vous pensez qu'il y a une importance de vulgariser la chirurgie vasculaire? Oui, oui, c'est Peut-être la rendre plus commune? C'était un petit oui, peu l'idée de ma question de base. Est-ce qu'il y a une idée à déconstruire? Peut-être oui. voir ça comme quelque chose de plus accessible et plus... Il y a beaucoup d'idées à déconstruire. C'est vrai que c'est au tout départ, historiquement, c'était une chirurgie lourde, une chirurgie à risque. Mhm. Et maintenant, on a complètement changé de braquet. C'est une chirurgie extrêmement légère qui fait des merveilles. On a des possibilités, des moyens techniques extraordinaires et on arrive presque toujours à trouver les solutions à tous les problèmes. Presque toujours, donc j'imagine il y a des situations aussi qui sont Malheureusement, un oui. petit peu plus Ouais, difficiles. ouais. Mais c'est souvent au terme d'une évolution, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions, et puis quand même la maladie de l'artérite, par exemple, est évolutive, donc d'autres artères se bougent, il y en a de plus en plus qui se bougent. On trouve toujours des solutions jusqu'au moment où on arrive un petit peu au bout des possibilités. Mais c'est de plus en plus rare, heureusement. J'allais vous demander quelle est la pire chose qui vous soit arrivée dans un bloc opératoire. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué plus qu'une autre? Malheureusement, oui, on a aussi des mauvaises expériences. Alors, l'échec, c'est quelque chose de très dur à vivre. J'imagine, Quand on est chirurgien, il y a une forme d'implication, c'est toujours très dur. Ouais. Et ce qui est le plus dur, c'est l'échec imprévisible. C'est-à-dire des fois, on se dit, là, j'aurais dû faire différemment, prendre une autre stratégie ou utiliser une autre technique. Mais ce faisant, on progresse. J'imagine puis, que chaque erreur est une leçon. Oui, absolument. Ouais. Et il faut tirer des leçons de chaque erreur. C'est très important. Et parfois, il arrive des cas totalement imprévisibles. J'ai un cas encore en tête qui m'a marqué, un patient que j'ai traité d'un anévrisme par endoprothèse, c'est-à-dire en cheminant par l'intérieur. Dans ces cas-là, il faut boucher toutes les petites artérioles qui viennent dans l'anévrisme pour l'empêcher de se regonfler secondairement. Donc, j'ai utilisé une technique tout à fait classique. Ça s'est passé de façon remarquablement bien. Et puis, au réveil, la personne a fait une paralysie du nerf sciatique, qui est un gros nerf de la jambe, ce qui entraîne des douleurs et puis une difficulté aussi à marcher. Et on n'arrive pas à comprendre comment il avait pu faire cette paralysie. Et en fait, à force de chercher, en fait, il avait une anomalie anatomique qui faisait qu'il avait une seule artériole qui irriguait ce nerf et qui naissait de l'anévrisme, ce qui est une formation exceptionnelle. Ça a été décrit une fois ou deux dans l'histoire, et donc on est tombé là-dessus, mais bon, c'est quasiment imparable. Donc on a des situations comme ça où malheureusement on n'a jamais 0% de... Ça fait partie du métier. Oui, ça fait partie. Ouais. Et comment vous réagissez dans ces situations-là? Comment se passe un après-opération qui ne s'est pas forcément c'est toujours difficile pour soi déjà, et puis après, vis-à-vis du patient, de sa famille, tout ça, c'est vrai qu'il y a une dimension humaine qui est très importante. En chirurgie, on travaille sur le corps humain, on ne travaille pas sur une mécanique, on ne travaille pas sur un objet. Bien sûr. Donc cette dimension, mais c'est ce qui fait aussi toute sa richesse et sa beauté, je trouve, c'est ce rapport humain qu'on a avec les gens. Évidemment. Est-ce que c'est vous qui vous chargez de parler avec la famille d'un patient, par exemple, après une opération? Bien sûr. Ouais, c'est vous qui allez annoncer
Oui, c'est très important, surtout si les choses ne sont pas passées comme on l'a voulu. À ce moment-là, on est le premier responsable et on est le premier à devoir en parler. Ouais. Absolument. Ok. Absolument. Mais même quand ça se passe bien aussi, d'ailleurs. Hein, Oui. on est content d'aller annoncer que tout se passe bien. J'imagine. Pourquoi inventer quand on est déjà un chirurgien reconnu? Je crois que c'est important d'abord. Et comme je disais tout à l'heure, ça vient naturellement. Quand on cherche à améliorer, à s'améliorer sans arrêt, on cherche à améliorer la technique et donc on innove. Et je crois que c'est un processus qui s'enclenche et qu'on n'a pas envie d'arrêter parce que c'est aussi, il y a encore plein de choses à découvrir, à améliorer dans ce domaine. Et c'est un domaine qui a énormément évolué. Je crois que la chirurgie vasculaire est le domaine qui est le plus évolué de toutes les chirurgies confondues dans les 20 dernières années. Okay. On est passé d'une chirurgie ouverte à une chirurgie endovasculaire ou mini-invasive et on fait de plus en plus de choses. Donc il y a encore des choses à créer et puis c'est passionnant. C'est passionnant de trouver une solution à un problème qui se pose. C'est passionnant. Un sujet dont on avait parlé, c'était justement dans toutes ces innovations, comment vous les propagez, comment vous enseignez. Je crois que vous avez réuni vos innovations sous votre société NextStep, c'est ça? Oui, c'est vrai. Alors NextStep, c'est une start-up que j'ai fondée parce que j'avais déposé des brevets sur une innovation. Alors pour aller vite, dans l'endovasculaire, chaque fois qu'on dilate un vaisseau, on a besoin d'une sonde d'angioplastie, ce qu'on appelle un ballon d'angioplastie, un petit ballonnet qu'on va acheminer jusqu'à l'endroit du rétrécissement. On va le gonfler simplement pour écarter les parois du vaisseau. Okay. Après, on le dégonfle et on le retire. Pour faire cela, il faut voir le vaisseau parce que le vaisseau ne se voit pas en rayon X. Donc, on va monter une sonde pour injecter du produit de contraste à base d'iode qui permet de visualiser le vaisseau. Puis, on va retirer cette sonde, monter la sonde à ballonnet pour faire la dilatation et retirer la sonde à ballonnet pour remettre la sonde et faire le contrôle. Et s'il faut redilater, on recommence au processus. Donc, tout ça, ce sont des processus qui sont un petit peu redondants. Hein. On répète ces gestes plusieurs fois dans la procédure. Donc, l'idée qui est toute simple et évidente, hein, c'était d'avoir le même tout sur une seule sonde. Et c'est ce que j'ai créé. C'est-à-dire que c'est une sonde qu'on va monter, on fait l'injection, on fait la dilatation, on fait l'injection de contrôle. Donc tout ça se passe très simplement et très rapidement. Alors ça n'a pas qu'un intérêt de gain de temps, mais dans ces manipulations, comme on chemine à l'intérieur des artères, on risque de blesser des artères, on risque de changer de voie. Enfin, il y a un certain nombre de complications qui peuvent survenir. En même temps, on doit suivre la procédure par des rayons X. Donc, on irradie pendant ce temps. Donc, si on diminue ces irradiations, c'est bien sûr un bénéfice pour le patient et pour l'équipe qui est autour de la scopie. Comme on injecte aussi directement à l'endroit où on travaille, on injecte moins d'iode. Or, cette iode, au bout d'une certaine quantité, est toxique pour le rein. Donc, on gagne sur tous les tableaux, pas seulement sur le côté pratique, mais sur le côté la nocivité aussi. Donc, c'est une idée simple, mais qui a une grande portée, en fait. Hein, et c'est ce qui va devenir, je pense, le ballon de nouvelle génération pour toutes les angioplasties. Et Dieu sait s'il y en a des... Mondialement, ouais. Oui, parce que quand ça marche sur un Français, ça marche sur un Américain, sur un Indien, et donc c'est une spécificité du marché de la médecine, si on peut parler de médecine de marché, c'est-à-dire que c'est souvent mondial à partir de ce moment-là. Donc pour le développer, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que ça paraît simple comme ça, comme principe, mais il fallait le miniaturiser pour que ça rentre dans des vaisseaux très fins, avec des conditions de solidité extrêmement importantes, de fiabilité aussi extrêmement importantes. Donc on a eu quand même plusieurs années de recherche et développement, puis de développement. Et c'était une très belle aventure, très intéressante, moi qui m'a sorti un petit peu des sentiers de la chirurgie à proprement parler. Oui, parce que c'est autre chose pour le coup. Dans un autre domaine, mais c'était passionnant aussi. Et on est arrivé au terme et maintenant le produit a commencé cette année à être utilisé aux États-Unis
et avec beaucoup de succès. Donc j'espère que ça... Pas en France? Pas en France encore, parce que il nous faut les autorisations de mise sur le marché. C'est le marquage CE. Aux États-Unis, c'est la FDA qui les donne, qui a été plus rapide qu'en Europe. En Europe, c'est devenu une vraie prise de tête J'allais d'avoir ce dire, est-ce que marquage c'est CE. souvent le cas? Est-ce que les Ah oui. Américains vont plus vite que nous Et sur ils ces vont plus vite sujets-là? que nous, malheureusement, et toute l'industrie médicale et du dispositif médical s'en plaint actuellement. Il y a des normes qui sont devenues tellement complexes et surtout longues à passer que à l'heure actuelle, tous les produits arrivent avec 5 ans d'avance aux États-Unis avant d'arriver en Europe. Et c'est une vraie sonnette d'alarme à tirer parce que c'est un véritable fléau actuellement pour l'évolution en Europe. Beaucoup d'idées viennent d'Europe et la plupart des idées Elles ne se sont pas retrouvent aux développées États-Unis. ici. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est- Je crois qu'il y a l'excès de normes, peut-être, l'excès Ok, de normes, c'est énorme, simplement. intéressant. Il y a eu un scandale avec les prothèses mammaires à une époque, un retour de bâton là-dessus, et qui a fait que maintenant les normes sont devenues tellement difficiles et tellement chères à passer que d'une part, beaucoup de projets avortent avant d'arriver à terme, simplement à cause de cette notion de marquage. Mhm. Et puis les autres mettent plusieurs années. Nous, on doit passer en 2026, peut-être 2027, en norme CE, Ok. alors on sera aux États-Unis depuis longtemps, peut-être en Orient, en Chine, je ne sais pas. Donc voilà. Et oui, on a carrément des 5-10 ans de décalage parfois entre des innovations et des mises sur le marché Et dans oui, certains pays, c'est et ça? oui, On se et retrouve oui. avec des écarts aussi grands. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Dans le sens où vous ne pouvez pas traiter, en attendant, vous ne pouvez pas utiliser Et non. ces innovations. Et non. Et comment on peut régler ça? Quelle serait la solution au mot de la France? Ben, je crois qu'il faut que les politiques en soient conscients Mhm. et fassent évoluer les choses dans ce sens. Parce que malheureusement, on est dépendant de ces normes. Il nous faut ces autorisations. Donc ça passe par l'évolution dans ces autorisations. Ça n'empêche pas d'être sérieux. Oui, bien FDA, c'est pas des rigolos, hein, et ils font les Bien choses sûr, très ouais. très sérieusement, mais ils vont plus vite. Et voilà. Est-ce que nos voisins anglais vont également plus vite que nous? Parce que j'ai eu cette impression-là, en tout cas, en m'intéressant un petit peu. Non, ils sont alors ils sont soumis aux mêmes normes européennes pour une utilisation en Europe, même s'ils sont sortis de l'Europe Ouais. commerciale, mais Oui, ils ont encore ils ont quand même quelques dans points leur d'attache. mais- et donc ils sont soumis aux mêmes problèmes. Ils ont des normes ensuite d'utilisation dans leurs hôpitaux une fois que ces normes sont acquises, qui sont peut-être plus directes qu'en France, effectivement. Après, chaque pays a sa façon d'accepter un produit. D'accord. La base, c'est d'avoir ce marquage CE, enfin CE, et à partir de là, chaque pays accepte et rembourse éventuellement le produit avec son propre process. Et est-ce qu'on pourrait pas se dire justement que un produit comme, on l'a même pas nommé tout à l'heure, mais c'est le All-in-Cat Le All-in-Cat, dont oui, vous c'est parliez. ça. Un produit comme le All-in-Cat qui va être utilisé pendant des années aux États-Unis avant d'arriver en France, est-ce que justement il fait pas ses preuves? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer les process si un produit comme le All-in-Cat Si, on se servira bien sûr de toutes les études qui vont être faites aux États-Unis pour apporter ça au dossier de marquage CE. On s'en Ok. servira. Est-ce qu'il y a d'autres innovations, d'autres inventions dont vous aimeriez parler aujourd'hui? Oui, oui, un autre qui m'occupe beaucoup en ce moment et alors que c'est en même temps un autre domaine et proche, c'est le pontage percutané. Quand on peut pas faire de dilatation parce que le vaisseau est trop atteint, trop bouché ou c'est rebouché après des premières dilatations, il faut faire un pontage. Alors un pontage, c'est aller greffer un tuyau en fait, qui va prendre le sang en amont de l'occlusion et l'amener jusqu'à l'organe ou jusqu'au membre qui doit être irrigué. À l'heure actuelle, on fait ce pontage, il faut ouvrir et puis il faut interrompre la circulation pour travailler sur le vaisseau et on va suturer, on va coudre comme une couturière, soit une veine, soit un matériau synthétique, un tuyau sur l'artère.
Et ça, de chaque côté, à l'endroit où on va prendre le sang, à l'endroit où on va le remettre. Donc, c'est une intervention qui est faite extrêmement fréquemment, mais qui est relativement lourde et qui a surtout un taux de complications. Et il y a une grande étude qui a été faite assez récemment sur des dizaines de milliers de cas et qui montrait les complications des pontages fémoro-poplité, donc au niveau de la jambe, avec quand même 36% de taux de complications. Ok. 36%, c'est énorme à mes yeux. Et je trouve que c'est pas acceptable en fait. Bon, Ok, carrément. jusqu'à présent, Pas acceptable. on n'a que ça, donc on le fait. Ok. On le fait. Mais ça m'a fait réfléchir à d'autres façons de le faire. Et effectivement, en voyant aussi d'autres équipes qui travaillaient là-dessus, réfléchir à une technique qui permette de faire le même pontage, mais sans avoir à ouvrir et sans avoir à faire cette suture vasculaire. Et c'est ce que j'appelais le pontage percutané, parce que ça se fait à travers la peau, donc il n'y a pas d'ouverture. On utilise 3 points de ponction qui permettent de faire passer une sorte de fil d'un point à l'autre de l'artère. C'est ce que j'ai eu la chance de voir en opération la dernière fois. Absolument, absolument. Ben, qui est très impressionnant d'ailleurs. Ah, c'est une belle intervention, enfin en tout cas que j'aime beaucoup faire maintenant. C'est très net, c'est très propre en fait. On voit que c'est vraiment des mouvements qui sont précis et qui laissent de très petites incisions. Donc on se dit c'est fascinant comment on peut naviguer dans le corps à l'intérieur de vaisseaux. Oui. Donc c'est vrai que peut-être que les personnes qui verront ce podcast se rendent peut-être pas compte, mais une veine c'est quand même très très fin. Je me souviens quand vous aviez recousu justement, je crois que c'était une veine à une artère et on voit les tout petits points sur la veine. C'est quelque chose de très 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 précis. Les vaisseaux sont des choses délicates qui ont des tailles qui peuvent être effectivement extrêmement fines. Et en fait, on arrive très bien à faire ce pontage donc sans faire d'ouverture, sans avoir d'ouverture. Et sans avoir les risques de la suture vasculaire aussi, parce que ça peut saigner, ça peut se déchirer, donc il peut y avoir ou au contraire, ça peut se boucher. Donc, c'est une intervention intéressante et qui, à mon avis, aura un grand avenir. Okay. Maintenant, il va falloir la divulguer. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, comment on communique, il y a les congrès où on peut justement montrer ce qu'on fait et les résultats. Il y a les revues scientifiques. Et, j'ai la chance de publier cette technique dans une des grandes revues scientifiques, Journal of Vascular Surgery, une revue américaine, mais enfin qui a une portée mondiale. Et voilà. Et puis après, il y a auprès de ses correspondants, des gens qui nous entourent. Et puis, il faut former les équipes. Il faut former les équipes qui vont faire. Il ne faut pas être le seul à faire cette procédure, bien entendu. Sûr. Donc, il faut former d'autres équipes à ça. C'est quelque chose que j'allais vous demander après. Vous formez donc des praticiens? Oui. Alors, je forme. Alors, c'est pas facile au début pour des questions réglementaires aussi, parce que il faut pouvoir. Il y a un cadre réglementaire pour ça, mais je le fais et c'est en train de se mettre en place pour le faire à plus grande échelle et de façon concomitante faire des études aussi là-dessus, parce que toute technique doit être étudiée sur le court terme, mais aussi le moyen terme, long terme. Donc on est en train de lancer tout ça sur des études multicentriques en particulier, qui vont se faire avec des équipes aux États-Unis, à Harvard, à Pittsburgh, à New York, et en France aussi, en Allemagne avec Hambourg. Enfin voilà, on diffuse tout ça. Et ces praticiens que vous formez, comment on y vient? Comment ces praticiens adhèrent à vos méthodes? Il faut qu'ils adhèrent à ces méthodes, justement. Il faut qu'ils se disent tiens, ça c'est intéressant, j'aimerais bien le pratiquer aussi. Alors, on commence, là pour l'instant, je commence à former des chefs de service de CHU, puisque à partir de là, ils vont pouvoir eux-mêmes divulguer cette technique, l'enseigner aussi dans chacun de leurs établissements. Voilà, mais il y a aussi des chirurgiens du privé qui sont intéressés et qui veulent le faire. Donc, alors, il y a une phase, il faut qu'ils connaissent la technique d'une part, donc la partie théorique, mais on ne peut pas se dispenser de venir voir la technique, de la prendre sur place, de voir
de visu comment ça se passe. Comment Donc, ça il se faut qu'ils passe, viennent au bloc comme vous l'avez fait. Hein. Est-ce qu'il faut qu'ils soient La prochaine convaincus? fois, vous pourrez la faire. Hein. Ouais, C'est- oui, Vous l'avez j'ai vu. essayé chez moi d'ailleurs. Est-ce que il faut qu'ils soient convaincus en fait par le geste, tout simplement? Oui, oui, il Ouais. faut qu'ils soient convaincus, sinon il n'aura pas envie de l'apprendre. Et Hein, j'imagine que vous, c'est des gestes que vous pratiquez et qui ont quand même un certain taux de réussite. J'imagine que si vous Oui. les avez amenés, c'est qu'il y a un très très bon taux de réussite. Donc, Oui. est-ce qu'il y a des praticiens qui peuvent arriver à ne pas être convaincus d'une certaine manière? Il y a, il y a des praticiens qui peuvent se dire j'attends de voir ce que ça donne. Ok, ouais, temporiser un J'attends de petit peu. voir. On s'aperçoit aussi il y a plusieurs types de praticiens. Il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent progresser, etc. Puis il y a ceux qui restent dans leur zone de confort. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont appris une technique, ils la font bien, ils la font. Et voilà. Et ils sont très gênés de sortir, de se remettre en cause, de se remettre en apprentissage pour C'est ce qui apprendre est une nouvelle surprenant. technique. La médecine évolue depuis des siècles. C'est C'est assez surprenant. surprenant de. Mais c'est vrai que la chirurgie est difficile et quand on possède bien une technique, ben, on est content de bien la posséder. Mhm. Et c'est vrai que c'est toujours difficile voilà, d'en sortir et de réapprendre ou de se remettre un petit peu en position de difficulté ou de Ouais, donc c'est risque. vraiment un manque d'adaptation, vous Et pensez? ben oui, je m'aperçois qu'il y a finalement un certain nombre de praticiens qui sont comme ça Ok, et tiens, qui ouais. sont. Et puis il y en a aussi, comme toujours en science, il y en a qui sont un peu récalcitrants au projet en disant mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux trucs? On a une technique qui marche bien. Ok. Voilà, donc on trouve un petit peu de tout. Heureusement, la majorité est plutôt enthousiaste hein, et évolutive, et c'est le cas. Et Heureusement. c'est ce qui sauve tout le reste. Ouais, je voulais vous demander également, là vous parlez beaucoup côté prescripteur, donc comment vous propagez vos méthodes, vos innovations à d'autres praticiens, mais comment on peut informer également les patients? Est-ce qu'il y a un intérêt à informer les patients sur les pathologies vasculaires, sur les innovations vasculaires? Oui, Parce que je pense que la chirurgie vasculaire, c'est une chirurgie qui est assez compliquée à comprendre. C'est vrai que les termes, etc., sont pas forcément c'est vrai, c'est vrai. sont difficilement assimilables pour les patients. Comment on peut bien informer les patients sur les pathologies vasculaires? Je crois que c'est important de les informer. C'est Mhm. informer d'abord parce que ce sont des pathologies qui sont extrêmement répandues, que ce Et de soit plus en plus courantes, l'artérite, en que plus. ce soit Donc, les varices, que ce soit... Donc tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est touché, et donc c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est important que les gens soient informés, d'abord parce que ça les concerne, et deuxièmement parce que effectivement ça évolue tellement vite que voilà, c'est important d'avoir cette conscience et de savoir les possibilités aussi. C'est-à-dire, mhm. on en parlait tout à l'heure, ne pas baisser les bras ou pas se dire bon, pour l'instant, j'en souffre pas. Ou alors, si je dois avoir un médecin, je vais souffrir à cause d'interventions lourdes, etc. On voit pas mal de réticences là-dessus. C'est important que les gens sachent qu'on peut, un bout de solutions qui se font maintenant en ambulatoire, même des pathologies assez sérieuses qui se font par simple ponction. Et donc, voilà, il faut plus avoir peur de ce type de chirurgie. Et surtout, il faut savoir que ça peut sauver beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un moyen, vous pensez, d'informer en grande quantité un maximum de... Nous, hein, Ouais, voilà, vous êtes là. c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour Mais- déconstruire un petit peu Et ces idées. Et je c'est pense- important que ça se développe, Ouais. je trouve, comme ça. Parce que c'est vrai qu'un médecin ne veut pas ou ne peut pas se faire, enfin voilà, facilement parler de tout ça. Ça passe par le journalisme, ça passe par l'information, ça passe par les journaux, les médias en général, et je crois que c'est important. Et oui, il y a une question de temps. Pour vous, on voit bien que les emplois du temps sont très très chargés, que vous pouvez être appelé en plus à Oui, n'importe quel moment pour intervenir. On voit bien que le temps, c'est une... c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est ni dans notre formation, ni peut-être dans notre état d'esprit de se mettre en avant et d'aller divulguer ce genre de choses, alors que c'est important de le faire. Et on est peut-être les mieux placés pour le faire aussi. Mais c'est pas dans notre... voilà, on est plus focus sur le traitement des gens et puis sur les communications avec nos confrères, Ouais. et moins sur le public. Mais je pense que les médecins devraient plus communiquer aussi. Ouais, je pense. Et puis il y a ce côté, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ce côté expert, c'est-à-dire que vous êtes expert dans votre domaine. Donc quand vous en parlez avec passion. On voit bien qu'en plus, bon, vous
vous innovez, donc il y a vraiment ce côté, voilà, Oui. vous vivez chirurgie vasculaire. Et je voulais vous demander comment vous gérez votre temps, du coup. Parce que je vois que vous êtes tout le temps, c'est vrai qu'on voit des chirurgiens très très pris, nous, à l'agence. Grand problème, effectivement, Ouais, quand on est j'imagine. au bloc de 8 heures à 20 heures et que on a tout le reste à faire en plus et qu'on a un deuxième métier parce qu'on a une start-up. Donc, c'est vrai que la gestion du temps, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais en même temps, j'ai des enfants merveilleux dont j'essaye de m'occuper et qui me le rendent bien. Et puis, voilà, j'ai quelques passions aussi et que j'essaye d'assouvir très mal, mais enfin, j'essaie de le faire Non, comme la voile. quand Mais bon, même. non, mais c'est un métier qui est tellement passionnant et l'innovation est tellement passionnante que très sincèrement, ça me coûte pas. C'est pas une difficulté et j'y consacre volontiers beaucoup de temps. Oui, c'est pour ça que j'avais commencé par cette question de qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre carrière. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand vous avez répondu, je pensais à ce qu'on dit souvent des alpinistes qui disent que tout le monde pense que le meilleur moment d'un alpiniste, c'est d'arriver au sommet, alors qu'en fait, tout le plaisir se prend dans l'ascension. Et Ouais. tout à l'heure, c'est un petit peu ce que vous disiez sur ces innovations-là, c'est que le plaisir, au final, vous le prenez Hmm. sur la route quand vous regardez toutes les expériences C'est une qui ont jonché le parcours. très bonne remarque. J'ai fait l'alpinisme aussi. Ouais, Je j'aime trouve beaucoup que cette comparaison. ouais, Ouais. cette comparaison est excellente parce que c'est vrai que Merleau-Ponty disait le but n'est pas le but c'est le chemin, mais c'est tout Mhm. à fait ça. Ouais. C'est cette progression qui est merveilleuse. Mhm. Alors évidemment, le résultat final éclaire toute cette progression. Mais s'il n'y avait pas cette progression, ça n'aurait pas cette valeur. En fait. C'est ça. Quand vous Mm. repensez au vous d'il y a peut-être 30, 40 ans, Ouais, ouais. est-ce que vous pensiez arriver ici? J'avais très jeune, j'avais les C'était en yeux vous, ouais. pleins d'étoiles, avec plein d'ambition, mais enfin d'ambition au sens vrai du terme, enfin Mhm. de volonté de progresser, de faire de belles choses. Mais j'imagine pas du tout arriver à ce niveau quand même. Arriver à là, ouais, quand même. Et je trouve que c'est plaisant de s'imaginer effectivement quand on est jeune, qu'on a tout ça en perspective devant soi et d'imaginer toutes les difficultés qu'il y a eu aussi, parce que Je pense que c'est impossible, ouais, de toute façon. il y On peut ouais, pas avoir ouais. une vision Ah, sur tout ça, c'est surtout sur des impossible. sujets. Ouais, Et ça fait partie du charme de la vie, hein. ouais, ouais, c'est vrai, C'est, complètement. euh, Exactement. Bien, je voulais vous demander comment vous en êtes arrivé à la chirurgie vasculaire. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ah, ce métier-là? oui, À quel âge ça vous est venu? ça m'est venu pendant mes études de médecine. Moi, j'avais un père qui était psychosomaticien et Ok. j'étais plutôt dans le. Psychosomaticien, si vous pouvez expliquer ce que Alors, c'est, ce c'est sera les peut-être pas. maladies somatiques, maladies du corps, qui Ok. sont liées à des causes psychiques. Ok. C'est très particulier Ouais, 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 et c'est un créneau un peu spécifique, mais qui l'a passionné aussi. Et c'était un un exemple passionné. de maladie. L'ulcère à l'estomac, par exemple, ou la maladie de Crohn, c'est-à-dire l'ulcère à l'estomac, Oui, ok, le ouais. stress, Ouais. l'angoisse qui peut aboutir Ah, des pathologies à un corporelles, ouais. ulcère perforé, ça par exemple. Ok. Donc c'est bon, il faut traiter l'ulcère, mais il faut traiter en même temps tout le terrain qui a amené à être, Et à ça, avoir cette acidité gastrique. c'est ce que faisait votre père, c'est ça? Oui, oui. Et est-ce que ici en Occident, hein, c'est quand même un fléau. Il y a le Ça, fléau du stress. Est-ce que vous ça m'a retrouvez des beaucoup. pathologies, ouais? Ah oui, ben ça existe toujours, bien entendu, Ouais. bien entendu. Même certaines pathologies artérielles aussi, hein, Mhm. sont les spasmes artériels, les spasmes coronariens Ok. peuvent être liés au stress. Et sa profession m'a beaucoup servi dans l'approche du patient dans sa totalité. C'est-à-dire Mhm. considérer pas seulement la pathologie, mais ce qui a provoqué cette pathologie, le contexte de la pathologie, le psychisme de Ok. la personne, et puis l'importance pour cette personne voilà, de la relation, du contact. Ça m'a beaucoup servi dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une forme d'investigation sur un patient quand vous allez opérer un patient? Est-ce que vous essayez de comprendre son mode de vie? Est-ce que vous Oui, investiguez vraiment sur la personne? oui, Ok. toujours, toujours. Toujours, ouais. Alors, on le fait toujours plus ou moins inconsciemment. Hein. Dès qu'on rencontre une personne, on a Mhm. toujours une idée de cette personne, qu'on se fait consciemment ou non, mais en médecine en particulier, parce que
On a souvent des gens qui sont très tabagiques, qu'il va falloir convaincre d'arrêter. On a des gens qui ont rencontré certains problèmes. Enfin, on est à chaque fois face à des gens qui viennent avec un souci de santé, mais ce souci de santé qui a des répercussions sur eux, sur leur globalité. Et oui, c'est important. Donc vous avez une certaine intuition à vous dire, bon, peut-être que ça a provoqué ça. Oui, C'est et j'essaye de continuer à la développer parce Ok. que ça me semble important. Mais ce faisant, j'étais assez loin de la chirurgie, en fait, quand j'ai commencé mes études de médecine. Mais ce qui m'a marqué, c'est ma première entrée dans un bloc opératoire. Ok. Quand je suis rentré là-dedans, Moi aussi. Moi aussi, je m'en souviens. Vous l'avez vu, c'est une sorte Ouais. de monde magique. Ouais, c'est fou. Ouais. Je voyais cette équipe qui était complètement concentrée, tournée sur un centre d'intérêt. Les lumières même étaient focalisées dessus. Il y avait peu de paroles. C'était une atmosphère qui m'a marqué. Et là, j'ai compris que je voudrais être chirurgien. C'était une chirurgie vasculaire aussi? Non, Cette non, première non. opération C'était une chirurgie digestive que Ok. je voyais. Donc, j'ai commencé dans divers stages de chirurgie et après, quand j'ai réussi l'internat, je me suis orienté, à l'époque, c'était cardiovasculaire. Ok. C'est chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire. Ok. Et les deux étaient passionnants. En chirurgie cardiaque, on faisait des greffes de cœur, on faisait des choses magnifiques. Mais en même temps, c'était une chirurgie assez répétitive, alors que la chirurgie vasculaire, d'abord, était en plein essor. Et puis, en vasculaire, on va partout. On se balade dans les artères qui vont vers le cerveau, vers les reins, vers les membres. C'est tout le corps qui est intéressé. Ouais. Et c'est d'une variété énorme et d'une variété de techniques aussi qui est énorme. Donc, c'est absolument passionnant, le vasculaire. Ok. Voilà. Ouais, c'est une question qu'on se pose souvent à l'agence, c'est comment les praticiens choisissent leur spécialité. Ah Parce ouais, qu'on voit ouais. tout, on voit des ortho, procto, les Bien ophtalmos, sûr, ouais. vascu. Comment un praticien choisit sa Je pense spécialité? que c'est en grande partie les contacts qu'on a à l'hôpital quand on fait ses études, quand on a l'occasion, on a un attrait pour telle ou telle chose. Il y a des tempéraments aussi. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il y a des Les aptitudes. orthopédistes, enfin, la façon d'opérer est très Attention à ce que différente. vous allez hein. dire, docteur Sardon. Toutes les chirurgies sont techniques et très pointues Ouais. et très belles. Mais c'est vrai qu'entre une suture au fil 7-0 que fera un chirurgien vasculaire et et un clou centromédulaire que va planter un chirurgien orthopédique, Dans un les genou. deux sont très techniques, mais le geste est très différent. Ah oui, complètement. Ouais. Et donc, on s'oriente un petit peu par rapport à ses propres aspirations aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des opérations que j'ai hâte de voir aussi. Là, j'attends de voir un petit peu des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux. Voir, on Ah m'a oui. dit que c'était assez surprenant, Ah ouais, des ouais. fois, les méthodes employées. On en recevra d'ailleurs en podcast également des chirurgiens orthopédiques Très bien. à l'avenir. Vous verrez les différences de pratique, mais toutes sont très techniques Oui. et Ah oui, importantes. clairement. Donc, C'est- En plus, j'ai été opéré récemment. Là, j'ai vu encore autre chose. Vous avez survécu à la chirurgie, J'ai bravo. survécu à ma première chirurgie en plus. C'est Très bien, assez beau. très bien. C'était ma toute première. Bon, c'était une petite, hein, c'était 10 minutes. C'est Très bien. même fou d'ailleurs de voir des opérations qui durent 5-10 minutes comme ça. Un geste pratiqué rapidement. Vous avez des opérations 10 minutes peut-être pas, mais des Ouais, en interventions vasculaire, rapides, j'imagine que c'est oui, plus- oui, des interventions rapides qui durent une demi-heure, ça peut Oui, arriver. qu'est-ce que vous aviez traité la dernière fois quand on était passé au bloc? Alors, il y a une chirurgie qui est assez rapide, c'est par laser, Oui, voilà, chirurgie le laser. veineuse par laser. On n'en a pas Quand parlé on va- d'ailleurs, le laser endoveineux. Ah ouais. Ah, ça c'est une technique fantastique qui a Qui est quelque chose que révolu- vous avez développé aussi, me semble, non? Alors, j'ai participé Vous avez aux participé. premières équipes qui ont mis au point un petit peu, enfin, élaboré, c'est pas moi qui ai inventé cette technique, mais au début, il y avait pas mal de tâtonnements, en fait, de savoir comment la faire, etc. Et j'ai participé à ces études et j'étais d'ailleurs secrétaire général d'une société la Société européenne d'évaluation du laser pour la chirurgie veineuse. Donc c'est vrai que j'étais très tôt dans cette technique qui maintenant est devenue la technique de référence, Ok. qui fait des merveilles. Avant, on faisait un stripping, c'est-à-dire qu'on attachait la veine de chaque côté, on l'arrachait
avec un câble à vélo, en fait. C'était comme ça que c'était Ok. les premières interventions. Donc, c'était assez barbare, finalement, comme intervention. Ça marchait, mais c'était assez barbare. Il y en a encore qui la pratiquent toujours, d'ailleurs, mais ça devrait plus exister de nos jours. Laser, on introduit une sonde sous échographie par une simple ponction. On introduit une sonde dans la veine à traiter. On chemine tout le long de la veine avec la sonde Ok. et puis on la retire en envoyant une énergie laser qui va désintégrer la veine au fur et à mesure. Et elle se déplace en fait en Donc suivant on retire la veine et donc derrière soi, on laisse une veine qui est détruite, qui se rétracte, qui se sclérose et qui est détruite. Ok. Et donc on la fait disparaître avec une simple ponction. Donc sur le plan esthétique, il y a une cicatrice, mais surtout c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas d'arrachage. Donc c'est une intervention qu'on fait sous anesthésie locale, simplement. Et les suites opératoires, surtout, sont beaucoup moins douloureuses ou parfois totalement indolores, d'ailleurs. Hein. Ça, vous pouvez nous rappeler, c'est pour quel type de pathologie? C'est les varices. C'est pour les varices également, des membres inférieurs. C'est pour traiter la veine saphène qui est responsable des varices. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va détruire cette veine saphène et on va supprimer les varices au niveau des jambes. Donc, varices pelviennes également? Pardon? C'est les varices pelviennes également ou c'est que les varices? Alors non, varices pelviennes, ça c'est les varices au niveau des jambes. Ok, c'est pour les jambes. Parce que sur le plan pelvien, il faudrait, techniquement c'est pas possible comme ça. Mais on a une technique facile aussi pour les varices pelviennes, c'est l'embolisation. Là, on va aller mettre un cathéter dans les varices pelviennes et on va injecter une sorte de colle en fait qui va boucher complètement ces veines. Et donc c'est aussi léger, hein, ça se fait aussi en ambulatoire maintenant. Et une fois que les veines sont bouchées, le sang ne les remplit plus et les douleurs disparaissent. Ok. C'est quelque chose que j'ai appris récemment avec vous, c'est que dans le corps il y a des choses dont on n'a pas forcément besoin. Dont on peut se passer. Comme des veines, par exemple, je pense à des veines, là vous dites on peut détruire des veines, on peut rediriger également des veines. En fait, elles sont utiles à l'origine, mais quand elles se dégradent, elles ne sont plus utiles ou même elles sont néfastes. Elles sont néfastes, Par exemple, au niveau des jambes, le but des veines, c'est de ramener le sang vers le cœur. Il y a un système de valvules qui permettent au sang de monter, mais pas de redescendre. Si ces valvules sont détruites, le sang redescend dans la veine. Donc le sang circule à contre-courant. Non seulement cette veine ne sert pas à ramener le sang, mais ce sang qui redescend va être prise en charge par les autres veines. Donc, on va surcharger tout le système. Et c'est pour ça que les gens qui ont des varices ont les jambes qui gonflent, ont les jambes qui sont pénibles, douloureuses, fatiguées, et à cause de cette mauvaise circulation. Donc, le fait de supprimer cette mauvaise circulation améliore la circulation. C'est paradoxal. Ok, ouais, c'est assez fou. Docteur, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous espérez léguer à la médecine vasculaire? Je sais que c'était une question. Non, ma modestie m'empêche d'y répondre, mais ce que je souhaite, c'est que la chirurgie vasculaire continue dans cette perspective de progrès qui était la sienne pendant ces 20, ces 30 dernières années où elle a fait des merveilles. Et il y a encore des choses à faire, encore des domaines à faire. Donc, je souhaite qu'elle continue dans ce domaine, surtout dans le domaine de la mini-invasivité, c'est-à-dire d'être moins agressif, traiter les gens en étant toujours moins agressif. Je pense que c'est ce que souhaitent les gens, bien évidemment. Et donc, continuer à former les praticiens à cette nouvelle technique et cet état d'esprit d'évoluer, c'est-à-dire pas s'en tenir aux techniques qu'on a appris quand on était interne, mais poursuivre cette évolution et y participer, bien entendu. Donc voilà, on a parlé un petit peu des choses que vous espérez léguer à la médecine vasculaire. Est-ce qu'on peut attendre d'autres récompenses comme celle reçue au VEF? Parmi toute cette évolution, une des récompenses qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'être admis maintenant à l'Académie nationale de chirurgie, qui est une académie magnifique qui est dédiée justement à la transmission et à la pérennité de la chirurgie et de l'excellence de la chirurgie française. Voilà, ça c'est un de mes grands plaisirs. Très bien. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, docteur Saradon. On parle souvent de chirurgie comme un geste technique, mais on voit qu'avec vous, c'est plus que ça. Hein. C'est du sens, c'est de la décision, ça prend en compte beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour un autre podcast avec nous et nos professionnels.